30 avril 1990. The Hindu, 30 avril. Drogue et Kalachnikov au Pakistan. La grande disponibilité de l'héroïne a créé plus d'une décomposition sociopolitique. Selon le mensuel Herald, l'échec du Pakistan et des États-Unis à poursuivre sérieusement un règlement pacifique en Afghanistan transforme rapidement la région frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan en le marché d'héroïne et de hashish le plus vaste et le plus accessible au monde. Si l'Afghanistan se disloque dans un conflit effréné de ses chefs de guerre, le Pakistan et les États-Unis peuvent s'attendre à un flux d'héroïne bon marché qu'il sera impossible d'endiguer. Il ajoute: si un règlement pacifique n'a pas lieu rapidement, l'Afghanistan deviendra un centre mondial du commerce de la drogue et du terrorisme, et le conflit s'étendra à toute la région. C'est ce qu'affirme le professeur Hidayat Amin Arsaleh, qui a quitté ses fonctions à la Banque mondiale à Washington pour devenir le ministre des Finances du gouvernement intérimaire de la guérilla. Ses craintes sont reprises au Pakistan. Des officiels qui disent qu'une culture de la drogue et de la Kalachnikov s'est emparée du Pakistan. Dans les années 80, le Pakistan ne connaissait pas de dépendance à l'héroïne. Maintenant, on y estime à 2 millions le nombre d'héroïnomanes. Les chefs de la police affirment que la province frontalière compte à elle seule plus d'un demi-million de Kalachnikov, ce qui permet aux mafias de la drogue de maintenir des armées entières. La mafia des drogues, contre lesquelles les Américains s'élèvent avec indignation, entre guillemets, vertueuse, est payée par les armes américaines. C'est l'aide humanitaire, entre guillemets, aux démocraties, entre guillemets, sous-développées. Mais chronologie des événements mondiaux. 1er mai. Birmanie, Amnesty International accuse le gouvernement d'avoir ouvert 19 centres de torture pour décapiter l'opposition. 4 mai. URSS. Le Parlement letton vote en faveur de l'indépendance. 5 mai. Italie. Un séisme dans la région de Potenza fait 2 morts et 19 blessés. 9 mai. France. À Carpentras, 34 sépultures de juifs sont ouvertes et le corps d'un homme est empalé. Inde, un cyclone tropical fait plus de 450 morts dans l'état de l'Andhra Pradesh. 10 mai, Algérie. Des milliers de personnes manifestent à Alger pour la démocratie et la tolérance et contre les islamistes radicaux. 12 mai, URSS. Les présidents d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, réunis à Tallinn pour le premier sommet balte depuis un demi-siècle, font revivre le Conseil des États baltes, créé en 1934, alors que ces 3 républiques étaient indépendantes. RFA. À Munich, plusieurs objets ayant appartenu à Adolf Hitler et des dignitaires nazis sont vendus aux enchères. Un smoking de Hitler atteint 100 000 Deutschmark. 13 mai, Israël. 2 cimetières juifs de Haïfa sont profanés par des inconnus. 14 mai, France. 32 tombes sont profanées dans le carré juif du cimetière de Clichy-sous-Bois. À Paris, 200 000 personnes manifestent contre le racisme et l'antisémitisme. 18 mai, RFA-RDA. Les représentants des 2 pays signent le traité instituant l'unité monétaire, économique et sociale. 20 mai, Roumanie. Le Front de Salut National et Ion Iliescu remporte le premier scrutin libre depuis 50 ans. 22 mai, Inde. Des émeutes au Cachemire et au Pendjab font une centaine de morts. 24 mai, URSS. Le plan de réforme économique du président Mikhail Gorbatchev provoque une fronde devant le Soviet suprême. Soudan. 31 personnes sont tuées lors d'un tremblement de terre dans le sud du pays. 26 mai, Pakistan. Au cours d'opérations de maintien de l'ordre et d'affrontements ethniques, plus de 70 personnes sont tuées à Karachi et Hyderabad, les 2 grandes villes de la province du Sindh.
27 mai, Birmanie. L'opposition remporte les élections législatives organisées par les militaires au pouvoir. 29 mai, URSS. Malgré l'opposition du président Mikhail Gorbatchev, Boris Eltsine, chef de file des radicaux, est élu président du Parlement de la Fédération de Russie. Pérou. Un séisme dans le nord du pays a fait plus de 100 morts. 30 mai, Europe. La terre tremble dans une vaste zone allant d'Ankara à Varsovie et de Leningrad à la Yougoslavie. En Roumanie, 9 personnes sont tuées et 186 blessées. 1er mai 1990. The Hindu, 1er mai. Le Pakistan augmente son budget de la défense. Islamabad, 30 avril. Le Pakistan a augmenté son budget de la défense de plus de 11,6%, ont annoncé aujourd'hui les journaux pakistanais. Ils ont cité des sources haut placées du ministère de la Défense qui auraient dit que le gouvernement Bhutto venait d'allouer 4 milliards de roupies supplémentaires aux forces armées pour faire face aux besoins de la défense du pays. Aucune information immédiate sur l'emploi de cet argent n'a été donnée. D'où vient tout cet argent ? 2 mai 1990. Il y a cette obstruction infernale et déchirante entre le cou et l'omoplate droite, mais je me dis qu'un autre corps, meilleur entre guillemets, aurait un autre genre d'obstruction ailleurs, à un autre endroit. C'est la matière qui exprime sa résistance d'une façon ou d'une autre, ici ou là. C'est toute, en italique, la matière qui doit changer de structure. Est-ce possible ? C'est mon seul espoir. Alors il n'y a qu'à se laisser pétrir et déchirer jusqu'à ce qu'on arrive au bout, entre guillemets. Finalement, je crois que les places fortes et réfractaires, c'est toute la matière physique telle que nous la connaissons. Il faut la descente du grand soleil, G majuscule, S majuscule, plein et entier. Eh bien, on me l'avait bien montré il y a des années. C'est tout le cercueil, entre guillemets, qui doit passer dans le grand feu rouge. Je pensais que c'était un phare ou un grand œil. Point d'exclamation. Cela semble un peu fabuleux. Je dois dire que plus rien ne m'étonne. Sinon, il y a longtemps que je serais mort sidéré. Je suis prêt à tout, honnêtement. Je voudrais les laisser faire ce qu'ils veulent, voilà tout. Servir ce changement dont la terre a un besoin criant, presque hurlant. 3 mai 1990. Je suis en plein dans la cruauté nuit et jour. Je sais de mieux en mieux pourquoi je me bats. Il y a 1000 manières de s'enfuir, disait Mère. Il n'y en a qu'une de rester. C'est d'avoir du courage et encore du courage. Il faut beaucoup de courage pour ne pas être rempli de chagrin. Ah, c'est tellement facile de se faire crucifier ou de jeter des bombes d'un côté ou de l'autre de cette ligne désastreuse. Mais aller jusqu'au fond, sans larmes et sans haine, avec un glaive d'amour pour la beauté de la terre et la réalité divine. Alors, cette foudre, c'est ton glaive d'amour qui vient déchirer et transpercer cette obscurité et ce mensonge. Il faut qu'une matière humaine accepte de traverser la ligne au lieu d'être d'un côté ou de l'autre, ou de voler par-dessus. Je me demande si, à 21 barreaux sous terre, ce n'est pas le tunnel qui traverse la ligne. Soit cette tempête de foudre verticale, impérieuse, inexorable, en anglais je dirais relentless,
comme des coups de boutoir à travers le corps avec chaque respiration. C'est si insupportable et on supporte, je ne sais pas comment. C'est d'une difficulté grandissante. Je me souviens maintenant, il y a longtemps déjà, une nuit j'avais vu une grosse conduite de faïence qui s'enfonçait sous terre et à travers cette conduite descendait d'en haut un liquide ou quelque chose de couleur orange. Apparemment, la conduite, c'était moi parce que quelqu'un, entre guillemets, mon double supérieur, je pense, me disait, avec une certaine désinvolture, point d'exclamation, « Ça ne fait rien si ça tache un peu le vêtement. Le vêtement égale le corps. » Il doit y avoir une relation entre cette conduite par laquelle passe quelque chose d'orange et ce tunnel que j'ai vu l'autre jour de couleur rose-orange. C'est quelquefois difficile de mettre ensemble les morceaux de cette bizarre géographie nouvelle. Est-ce que le corps, cette conduite, fait la jonction ou le lien entre ce quelque chose d'orange qui descend d'en haut et ce tunnel à 21 barreaux sous terre? C'est cette foudre. En tout cas, un tunnel se fait et circule sous terre. Le vêtement est un peu taché. PS. Je suis tout à fait injuste vis-à-vis de mon double. Ça ne fait rien si ça tache un peu le vêtement. Cela veut dire, ne t'inquiète pas si ça se tord et se déchire un peu. C'est cette sollicitude merveilleuse, même si elle a l'air un peu désinvolte. Ne t'inquiète pas, ça ira quand même. Si l'on mettait bout à bout ces diverses visions depuis le début, cela ferait quelque chose comme les fresques de Thèbes, pour les égyptologues de l'avenir. Mais peut-être qu'alors tout sera clair. Les Védas aussi sont une sorte de fresque pré-égyptienne. Il faudrait un Hergé de la nouvelle géographie avec un sens à la fois exact et humoristique. 4 mai 1990. C'est si fantastique, une chevauchée fantastique. On chevauche de la foudre, ou plutôt on est chevauché par la foudre. Je me souviens de cette vision de 1949, la sortie de la citadelle moyenâgeuse sur le dos de ce formidable cheval blanc. Mais c'est le cheval blanc qui passe à travers mon corps ou mon dos. Et le corps est comme à cheval, au galop, secoué et dans un mouvement exactement équestre. C'était la première vision de ma vie. C'est un séisme équestre. 5 mai 1990. Oui, Ma, que ce soit l'année de ta victoire, l'année de la libération de la terre de tout ce malheur et cette horreur. 6 mai 1990. C'est une lutte si féroce. On pourrait crier. Soit, on dirait que toute la négation de la terre est ramassée dans ses os. Et cette foudre pilonne, 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 écrase, 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 déchire. Alors quelquefois, on ne sait plus si on aurait envie de crier contre la foudre ou contre cette résistance féroce. On vit les deux. Il faut traverser le mur dans son propre corps. C'est une lutte sans merci. Et c'est une grâce, je le sais. C'est la mort ou c'est la vie. En fait, c'est la mort et la vie ensemble. Ce Breton se sent bien au bout de sa touée. 8 mai 1990. Dès que je me mets debout, en 3 secondes, le corps est plein à craquer de cette foudre de la tête aux pieds. Le temps de prendre 2 ou 3 respirations. Alors commence l'implacable écrasement pour faire entrer la foudre en dépit de l'emplissage. Et elle entre,
avec chaque expiration, on ne peut pas l'arrêter. Chaque inspiration, on ne peut pas l'arrêter. Chaque expiration la comprime un peu plus vers le bas. Mais la tendance naturelle du vieux corps, quand il est plein à craquer, c'est de diminuer le débit, entre guillemets, diminuer l'inspiration de cette foudre. Et il se tord, s'écrase, se contracte ici ou là. Il est haletant. C'est le contraire qu'il faut. Il faut approfondir l'inspiration, faire entrer encore davantage de foudre pour surmonter l'étranglement ou les écrasements divers ici et là. C'est cela qui est difficile. C'est comme de vouloir remplir une bouteille qui est déjà pleine. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de la foudre. Et qu'est-ce qui peut arrêter la foudre ou la respiration? Ce qui souffre le plus, évidemment, c'est le goulot de la bouteille, le cou et les épaules. C'est là où l'étranglement, la compression est la plus forte. Il faudrait traverser le fond de la bouteille. Le fond, c'est sous les pieds, ou en dessous des pieds. En fait, la foudre traverse le fond, entre guillemets, parce que rien ne peut l'arrêter, mais elle doit traverser une compression ou une résistance de plus en plus forte dans le corps. Et elle grandit d'intensité et d'ampleur pour traverser cette résistance de plus en plus féroce. Mais le fait important, physiquement important, c'est qu'il faut respirer, inspirer, aussi à fond que possible. Il n'y a que cela qui peut surmonter les écrasements, contradictions et torsions diverses. Et pour arrêter ces soubresauts déchirants, le poisson sur le sable veut arrêter cet air irrespirable qui l'écrase, mais c'est le contraire qu'il faut faire. Dans notre vieux système, quand les poumons sont pleins à craquer, simplement on expire l'air. Mais là, il faudrait expirer, entre guillemets, cette foudre, par le bout des pieds, si j'ose dire. Il y a un fond ou quelque chose qui empêche ou bloque ou freine le passage de cette foudre. Et c'est toute la misère écrasante et déchirante. Elle doit traverser une résistance grandissante, et elle grandit en proportion. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce que c'est que ce fond? Un innombrable fond? Mais ce qui est curieux, c'est que la seule façon de surmonter l'écrasement ou le déchirement, c'est d'inspirer encore davantage de foudre. Si l'on se met à haleter ou à bloquer la foudre, alors cela devient tout à fait déchirant et écrasant. Ou bien la foudre est refoulée vers le haut et tout le corps se soulève dans un formidable reflux. C'est une sorte de soulagement, mais on s'aperçoit après que tout le corps se déchire avec ce soulèvement d'en bas. On est vraiment, physiquement, un tuyau, en lettres capitales, de passage pour cette foudre. Et si le tuyau s'étrangle ou se met à haleter, il éclate. Et peut-être que le fond, il est de tous les côtés du tuyau et à chaque millimètre du tuyau. Point d'exclamation, entre parenthèses. Quand le tuyau pourra laisser passer la foudre sans obstruction, comme on respire, alors la respiration nouvelle sera acquise et peut-être le début de l'espèce nouvelle. Cette respiration libre façonnera tout le reste et produira tous les changements physiques nécessaires. Mais est-ce que je sais? Il fallait d'abord que le poisson puisse respirer l'oxygène libre. Après, tous les changements nécessaires se sont effectués. Ce que je ne sais pas, c'est si cette foudre laissera cette matière telle qu'elle est. Avec cette densité grandissante ou cet écrasement grandissant, est-ce que cela ne va pas finir par fuser de tous les côtés? Point d'exclamation, point d'interrogation. C'est toute la terre qui soubresaute sur le sable de la vie nouvelle. Soit. Mais alors, quand cette crampe de fer se forme,
On pourrait crier le désespoir. On ne sait plus quoi faire. C'est là où on se dit, cette matière-là ne peut pas rester telle qu'elle est. Voilà des années que je suis dans cette question. Je ne suis plus guère qu'une sorte d'animal qui peine sur une plage inconnue. Mais je sais que c'est la plage de demain. Et je sais que cette peine est une grâce. 9 mai 1990, rencontre LS. 11 mai 1990. Cette nuit, du 10 au 11, au début de la nuit, je n'arrivais pas à m'endormir. Et je me croyais tout éveillé lorsque je me suis trouvé dans un cyclone, comme si j'habitais au bord de la mer, et il y avait un raz-de-marée. C'était si présent, si concret, que je me croyais tout éveillé, et j'appelais mer parce que les murs de la maison allaient s'abattre sur moi sous la violence des vagues. Alors j'ai compris que je m'étais probablement endormi. Mais pas une seconde, je n'ai eu l'impression que je me réveillais, entre guillemets. Il y a des cyclones dans l'air depuis le début de l'année. C'est un tel besoin inextinguible dans le corps, à chaque seconde, comme s'il cherchait ça, cette respiration-là, un besoin comme la vie même. Il n'y a pas de pensée là-dedans, ni même de sentiment. C'est un besoin corporel, comme l'eau, l'air, et c'est à chaque seconde là. Oui, c'est comme une autre vie qui s'élabore dans le corps. À chaque seconde, n'importe quand, n'importe où, comme s'il tâtonnait vers ça, et si on le privait de ça, il tomberait mort. C'est probablement la base de l'espèce nouvelle. Autrefois, il y avait toutes sortes de, entre guillemets, sentiments spirituels qui se mêlaient à ça. Maintenant, c'est simplement ça comme on respire. C'est le mantra même tout vivant. Le seul problème, c'est cette matière réfractaire et osseuse. Tout de même, j'y pense, mon double a dit le vêtement. Un vêtement, c'est ce qui recouvre quelque chose. Et si ce quelque chose était l'être physique vrai, le prochain être, cette coulée orange, c'est peut-être fait pour faire fondre cette fausse matière. Soir, 11 mai, bulletin d'information de la BBC, Carpentras. Le cimetière juif violé et vandalisé par les néo-nazis français. 12 mai 1990. Quand j'ai mal, je dis « C'est ta grâce qui essaie de traverser cet horrible mensonge en lettres capitales. » 14 mai 1990. Jamais j'étais dans un écrasement pareil. Seigneur. Comment continuer avec un squelette pareil? C'est la prison même. Tout le reste s'adapte. C'est cela la roche de fond, ces os, c'est l'inconscience totale, c'est la base de la mort. Tout s'articule sur ça. C'est l'axe de notre vie, entre guillemets. Il faut que cet axe change. Il y a 8 ans aujourd'hui, j'entre dans la 9e année. Soir, Clichy. Encore un cimetière juif dans la banlieue de Paris violé, et des svastikas peintes en rouge sur les tombes. Ô Seigneur, ô Mère, je suis content de me faire écrabouiller, si ça écrabouille tout ça. Ce sont les signes de la fin. On a de bonnes raisons de faire passer leur foudre dans cette matière, M majuscule.